Tu veux envoyer ton véhicule en Amérique du Sud? Tu veux savoir ce qui se passe vraiment pendant le shipping? Bienvenue. Alors si vous voulez envoyer votre véhicule en Amérique du Sud, 4x4, camping-car, camion, fourgon, eh bien, il n'y aura pas 50 000 solutions, ça passe pas par l'avion, donc il faut l'envoyer en bateau, en shipping on appelle ça. Il y a deux solutions, le container ou le ro-ro. Alors le container, gros avantage, eh bien, en fait il va être sécurisé, vous allez rentrer le véhicule dedans, fermer le container à clé, mettre le container sur le bateau, le récupérer en Amérique et récupérer votre véhicule. Gros avantage donc en termes de sécurité. Inconvénient en revanche, si votre véhicule fait plus que certaines dimensions, notamment en hauteur, eh bien vous ne pourrez pas utiliser ce moyen et d'autre part, c'est plus cher. Deuxième solution, eh bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un ro-ro pour roll-on, roll-off. Autrement dit, on roule sur le bateau avec le véhicule pour le monter et pour le descendre. Les avantages, eh bien, c'est valable pour n'importe quel type de véhicule, quelle que soit sa hauteur, sa longueur, sa largeur. Inconvénient, eh bien, en fait, vous devez laisser les clés du véhicule et de plus en plus lever les clés à la fois de la cabine et de la cellule. Donc forcément, vous allez avoir des risques d'intrusion et de vol qui vont être supérieurs. Alors pour l'Amérique du Sud, si vous souhaitez envoyer votre véhicule depuis l'Europe, vous n'aurez pas 50 solutions si vous utilisez le ro-ro, puisque les bateaux partent quasiment tous d'Anvers, en Belgique, et arrivent pour la plupart à Montevideo, en Uruguay. C'est la route qui actuellement est la plus safe, et c'est la route principalement utilisée par les voyageurs. Il y a d'autres solutions, l'Argentine, le Brésil, qui à ce jour sont moins safe. Si vous utilisez le ro-ro entre Anvers et Montevideo, vous allez passer par la compagnie maritime Grimaldi, qui a quasiment exclusivement le monopole sur cette route, et vous allez devoir passer par un transitaire, un intermédiaire qui fera le lien entre vous, client particulier, et la société Grimaldi qui assure le transport. Comme je vous l'ai expliqué, Grimaldi demande à ce que vous laissiez les clés à la fois du véhicule, mais également de l'ensemble de la cellule du camping-car, du 4x4, du camion, peu importe. Autre précision, votre véhicule est censé être vide, autrement dit, s'il y a des affaires dedans. Ce n'est pas le problème de Grimaldi. Alors quand vous partez sur un voyage au long cours, c'est un peu compliqué d'emmener toutes vos affaires dans vos valises d'avion, et ça, les marins l'ont bien compris. Alors il y a un grand débat pour savoir si c'est plutôt dans les ports, sur mer, que les camping-cars sont visités. La réponse de Grimaldi, c'est que c'est pas de leur faute en général, c'est plutôt dans les ports qui sont visités. D'ailleurs, je dis que c'est peut-être pas exactement le cas. Alors de notre côté, on avait condamné un délit, juste là, des enfants. J'avais fermé avec une planche, de manière à ne pas pouvoir y accéder par l'intérieur, mais uniquement par le coffre à l'extérieur. Et ça permettait en fait de faire comme un énorme placard dans lequel j'avais mis les malles fermées à clé, tout le matériel un peu sensible, qui n'était vraiment pas accessible, c'était pas possible. Donc on a laissé le camping-car à Anvers, avec toutes les clés, cellule ouverte bien sûr. Et puis on s'était dit quand même, on va pas tenter le diable, on va mettre des petits autocollants vidéosurveillance pour faire un peu peur. Et puis j'avais installé une caméra factice dans le véhicule, en disant, bon voilà, les mecs ils vont voir ça, ça fait de la lumière, ça va peut-être leur faire peur. Alors ça leur a pas fait peur, hein, je vous rassure, je pense qu'ils ont l'habitude. Donc caméra factice qui en fait n'avait pas vraiment rôle à leur faire peur, mais à détourner leur attention, parce qu'en réalité, j'avais planqué de l'autre côté du camping-car une petite caméra espion qui pour le coup allait être beaucoup plus discrète. Alors cette petite caméra espion, la voici. J'avais acheté ça une cinquantaine d'euros sur le net.
Ce qui m'avait plu, c'est qu'elle avait une autonomie censée être de 3 mois s'il n'y avait pas de, on va dire, trop de visites dans le véhicule. Moi, je partais sur 1 mois et demi. Je me disais, bon, avec les quelques allées-venues qu'il peut y avoir, peut-être qu'elle peut tenir au moins une partie du voyage. Et après, ça enregistre donc sur une petite carte SD. Donc, je ne pouvais pas consulter les données en temps réel, hein, comme certaines autres caméras. Mais l'avantage, c'est que même quand on était hors zone GPS, et bien après, tu pouvais enregistrer ce qui allait se passer. Et en fait, elle a bien fait le job parce qu'en réalité, j'ai les images du début à la fin. Je sais exactement qui est monté dans mon camping-car du début à la fin. Et on va regarder tout ça. Alors tout d'abord, première et dernière personne à être filmée dans le camping-car, c'est moi tout simplement, hein, le 25 mai, quand on a déposé le camping-car à Anvers. Voilà, je fixe la caméra, je l'allume, je ferme tout, et puis je descends et je m'en vais. Et puis la dernière personne filmée, c'est également moi évidemment. Hein, on est le 22 juillet, c'est le jour où je récupère le véhicule au port de Montevideo. Voilà, au moment où j'ouvre un peu toutes les fenêtres et je vais décrocher la fameuse caméra, sachant pas encore à ce moment-là si elle a filmé ou pas. Alors entre ça, qui doit rentrer et qui est rentré dans le camping-car, et bien d'abord tout simplement l'inspection à Anvers au départ. Donc le gars qui est chargé de vérifier qu'il n'y a pas de choses illégales dans le véhicule. Alors voilà, il va rentrer, il va faire toute sa petite série de photos. Voilà, alors il prend sous tous les angles, il passe un petit moment quand même. Lui, je me demande s'il n'a pas vu la caméra, parce qu'il l'a fixé un petit moment. Bref, il fait son boulot et il s'en va dès qu'il a pris toutes ses photos. Alors ensuite, la caméra s'est déclenchée le 7 juin à 7h25, mais simplement au moment où le camping-car a été chargé sur le bateau. On voit les rideaux qui vibrent. C'est au moment où il le charge sur le bateau. Voilà, et puis donc 1 mois et demi plus tard, on est le 19 juillet, et puis on va avoir le cérémonial inverse, c'est-à-dire qu'on a l'agent des douanes de Montevideo qui fait le même travail, c'est-à-dire qu'il prend en photo l'ensemble des placards, l'ensemble des éléments du camping-car. On peut remarquer déjà que les placards sont ouverts, ce qui n'était pas le cas quand on est parti, et qu'il y a tout un tas de bazar par terre. Donc ça, c'est quand même qu'il s'est passé des choses entre deux. Voilà, donc il a fait tout son petit rapport, et puis en fait il a ensuite fait venir un deuxième collègue qui vient une demi-heure plus tard et qui fait à peu près la même chose. Alors je sais pas très bien la différence. Voilà, et comme à Anvers, au moment du déchargement du camping-car, on voit les rideaux qui vibrent. C'est donc à ce moment-là que le camping-car a été sorti du bateau. Voilà, c'est tout pour les visites officielles. Donc, il n'y aurait pas dû avoir d'autres intrusions que ces gens-là dans le camping-car. C'est pour ça que la cellule est laissée ouverte. Donc en gros, tout ce qui va arriver maintenant n'aurait jamais dû se produire. Alors la caméra s'est déclenchée la première fois le 18 juin, 23h53 hors de Paris. Et on voit sur cette petite fiche qu'à ce moment-là, le bateau en fait a quitté Hambourg le 9 juin et est attendu à Vitoria et arrivera à Vitoria le 24 juin. Donc il est donc en plein milieu de l'Atlantique. Il est donc à un endroit en dehors de tout radar GPS. Voilà, elle se déclenche parce qu'il y a un homme dans le camping-car avec sa lampe de poche qui est en train d'explorer l'ensemble des placards. Voilà, on va voir arriver sur la droite une deuxième lumière, en fait avec un deuxième homme. On remarque bien que la lumière vient du lanterneau qui a été cassé et qu'on le voit actuellement descendre du lit superposé d'en haut par lequel ils ont accédé. Ils ne sont pas rentrés par la porte qui pourtant était ouverte. Voilà, et puis ils vont scrupuleusement vider un à un l'ensemble des placards et l'ensemble des soutes du camping-car. Ouais, ils sont pas stressés en tout cas, ils sont détendus, on sent qu'il n'y a aucune pression. On sent qu'ils sont rodés aussi, qu'ils ont l'habitude.
il cherche vraiment partout. Il faut trouver l'or. En l'occurrence, ils vont pas trouver grand chose, parce que tout simplement, nous, on n'avait rien laissé de valeur dans le camping-car. Et on a bien fait parce qu'ils vont tout vider. Voilà, là, il est en train de sortir les sacs qui sont dans les coffres sous les banquettes. Et ils vont les ouvrir l'un après l'autre. Alors ils sont assez reconnaissables les deux, hein. Le deuxième notamment qui a un énorme tatouage sur l'épaule droite, très identifiable. Alors là il va tomber sur des boules caisses, mais je pense qu'il pensait plutôt à des bijoux. Voilà, bon, ils fouillent, vraiment ils prennent le temps. Alors là, le premier qui était rentré va commencer à attaquer la salle de bain. Rapidement en fait, hein, faire juste un petit tour. Et plus intéressant, là il va tomber sur ma caméra factice que j'avais installée à l'arrière. Ça va quand même les interpeller un peu. Pas très longtemps quand même, hein. Ils vont avoir la bonne idée de la tourner sur le côté, ni vu ni connu, et de continuer leurs petites affaires. Alors on les entend parler, je sais pas en quelle langue ils parlent. Je pense que c'est peut-être du portugais, ce qui me ferait dire qu'ils sont peut-être brésiliens. Mais ce qui est sûr, c'est du personnel qui était sur le bateau de Grimaldi à ce moment-là, puisqu'on est en pleine mer. Voilà, alors là, ils arrivent au niveau de ma cloison de séparation que j'avais installée sur le lit. Ils essaient quand même de la forcer, mais ça bouge pas, hein. Ils n'ont pas réussi à aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Ils seraient tombés sur des grands coffres et des grandes malles fermées à clé, ils n'auraient pas pu en faire grand chose. Bon, en tout cas, ça donne une idée de ce qu'ils cherchent, ça donne une idée de comment ils procèdent, et ça donne une idée de ce qu'il faut protéger et comment le faire. Notre système était pas mal, je pense. Nouvelle visite, on est cette fois le 5 juillet. Donc c'est une quinzaine de jours plus tard. Et là l'ambiance est totalement différente. Alors ça parle espagnol déjà. Et on entend beaucoup résonner. En fait là cette fois-ci c'est par la porte qu'ils sont passés. On distingue un peu que la porte est ouverte avec l'expérience, et donc on voit aussi que ça bouge. Il y a un gars qui est en train de repérer un petit peu, de regarder, de faire son marché, voir s'il y a des choses intéressantes pour lui. Alors pour rappel, on est le 5 juillet
Le bateau est en fait en escale à ce moment-là. Il est au port de Zarate à Buenos Aires. Hein, voilà, donc il est arrivé à Zarate le 4 juillet, il en repartira que le 8. Et donc là on est le 5. Donc pour moi c'est difficile de dire si c'est du personnel de bord ou si c'est du personnel du port de Zarate qui était à bord du bateau à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est passé dans le bateau. Le camion n'a pas été descendu à ce moment-là puisqu'on n'a pas eu de vidéo des rideaux qui bougent et tout ça, ce qui se passe quand ils le sortent. Et on entend ce bruit qui résonne et ça fait très cale de bateau. Voilà, donc on retrouve notre ami qui est en train de faire un peu comme les autres, hein, sauf que les autres avaient déjà fait un premier passage. Donc forcément, c'est un peu moins intéressant quand il y a des gens qui sont déjà passés. Alors j'ai longtemps cru qu'il était seul. Mais en fait non, les voix qu'on entend sont d'autres gens qui sont à l'extérieur du camping-car. On voit cette deuxième lumière là sur le coin. Et en fait ils sont 2, voire 3. Alors eux ils parlent espagnol, hein, clairement. Ce qui me fait dire que c'est peut-être des Argentins du port. Alors là il se passe un truc assez marrant. C'est qu'en fait ils tombent sur le sac dans lequel on a mis notre filtre à eau, le perquet, qu'on avait mis en plusieurs parties. En fait, c'est pas trop ce que c'est. Ils se demandent si c'est pas pour gonfler quelque chose, quoi. Et comme il sait pas trop, il va aller le donner en fait à son collègue qui est dehors. Et lui, il va prendre tout son temps pour aller regarder ce que c'est vraiment. Pendant ce temps-là, lui, il attend sur le pas de la porte. Il n'est pas très inquiet non plus. On regarde quand même sous la gazinière, on sait jamais. Ouais, et puis finalement, son collègue va lui ramener les colis. Ils sont sympas, ils nous les ont remis dedans quand même. Hein. Voilà, il remet le sac. Pas intéressant pour eux. Il y a du bruit dehors, hein, ça l'inquiète pas pour autant. Hein. On va dire que les gars ont l'habitude. Bon allez, finalement il va fermer la porte. Voilà, et passer à essayer de fermer la porte. Et passer au véhicule suivant. Voilà donc ce qui se passe vraiment sur le bateau pendant le chipping. Donc un petit conseil, laissez rien de valeur à l'intérieur, barricadez tout au maximum. Et peut-être qu'il vaut mieux payer un bagage en soute supplémentaire dans l'avion plutôt que de se faire tout piquer dans le bateau. Quant à Grimaldi, si vous avez des informations supplémentaires à nous donner, je suis ouvert à la discussion et je me ferai un plaisir de les transmettre.